on va voir le système TCAS. Donc, j'espère que vous avez écouté en premier ma capsule sur le transpondeur parce que c'est le cœur du système TCAS. Donc, il faudrait au moins comprendre un peu les bases du transpondeur pour être capable de s'attaquer au TCAS. TCAS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Traffic Collision Avoidance System. Donc, c'est un système qui va prévenir les abordages en vol, donc les collisions en plein vol entre les appareils. Le système TCAS, il est dans les appareils, donc va fonctionner un peu comme le transpondeur, mais fonctionne entre autres avec le transpondeur parce que au lieu que l'interrogation provienne de la tour de contrôle, le système TCAS va passer par le transpondeur pour interroger les avions qui sont autour de lui et envoyer des messages et des réponses, attendre des réponses pour coordonner les possibles collisions en vol. Ça fonctionne avec la partie modeste du transpondeur. Donc, pour avoir un système TCAS, c'est très important. Ça prend un transpondeur modeste. Si on a juste un transpondeur A ou C, ça fonctionnera pas. Donc, ça, c'est la base pour un système TCAS. Donc, on va voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Par exemple, j'ai parlé du modeste. Donc, ça, c'est pour avoir le système TCAS comme tel sur notre avion. Mais si les avions autour de nous ont seulement, exemple, un mode C, ben, ils vont être capables de répondre à l'interrogation de notre système TCAS pour dire, hey, je suis dans ton espace aérien, il y aura peut-être un conflit, il y a peut-être une possibilité de collision. Donc, le mode C va répondre au TCAS, mais pour avoir un TCAS, ça nous prend un transpondeur modeste. La position va être calculée par l'ordinateur, par le TCAS, et on va donner une commande. Donc, le TCAS va donner une commande au pilote pour éviter cette collision-là. On va voir comment ça fonctionne. Donc, on a un indicateur, TCAS comme tel, qui va gérer, qui va montrer le trafic autour de notre avion. Donc, ici, on a notre symbole de notre avion et on a différents avions qui sont autour. Normalement, sur les avions de ligne, ça va être dans notre VSI, donc notre Vertical Speed Indicator, notre variomètre en français. C'est électronique. Donc, on voit ici notre variomètre, donc notre taux de montée, taux de descente. Et à l'intérieur, on a les avions qui sont problématiques dans notre espace aérien. Il y a deux systèmes TCAS. La première génération, il y a le TCAS 1, qui va donner une alerte seulement aux pilotes. Donc, il n'y aura pas de manœuvre à donner comme telle. Il va juste dire hey, chummy, il y a quelque chose qui se passe, il y a un avion qui s'en vient sur nous autres, il y a un risque de collision, fais quelque chose. Donc, c'est le premier système. Ils l'ont amélioré. C'est tombé sur le système TCAS 2. TCAS 2, l'ordinateur comme tel, l'ordinateur de TCAS va donner une manœuvre évasive au pilote. Mais ça va être une manœuvre verticale, excusez. Donc, il va demander au pilote soit de plonger ou de grimper. Donc, si on a notre avion qui a le TCAS, exemple, est ici, et on a un avion qui est un petit peu plus haut en altitude, parce qu'on n'oublie pas que ça répond au mode C aussi. Donc, les deux avions connaissent leur altitude à cause du mode C, de l'information qui se rend au transpondeur. Ben, l'avion qui est plus bas, ben, il va être commandé de descendre et l'avion qui est plus haut en altitude va être commandé de monter. Comme ça, on va augmenter la distance entre les deux avions pour éviter une collision. Les prochains TCAS qui sont en train d'être développés, c'est TCAS 3, de troisième génération finalement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres? C'est qu'ils vont donner en plus des manœuvres latérales d'évasion pour éviter la collision. Donc, en plus de monter, descendre, ben, le TCAS va être capable de gérer des virages. Donc, s'il y a un avion qui vire à gauche, ben, l'autre va être commandé de virer à gauche aussi, encore une fois, pour augmenter la distance entre les deux avions, pour éviter cet accident-là. C'est le principe de base d'un TCAS. C'est pas plus compliqué que ça. La façon que ça fonctionne, il y a comme des bulles de protection autour de l'avion qui a le TCAS. On a un intruder, donc on a quelqu'un qui s'en vient sur l'avion et on a des zones de décision, donc 25 secondes et 40 secondes. C'est ce qu'on appelle les Traffic Advisory puis Resolution Advisory. Donc, si l'avion arrive dans la première bulle, donc dans la bulle de 20 000 nautiques environ,
c'est ce qu'on appelle le surveillance range, donc c'est la surveillance. Il n'y a pas de commande à faire, il n'y a pas d'alarme, mais c'est juste un genre de pré-warning, dire, regarde, il y a peut-être une problématique qui s'en vient. Si l'avion rentre dans la bulle de 3,3 milles nautiques, donc dans la zone de décision de 40 secondes, ça veut dire que si personne ne fait rien en dedans de 40 secondes, il y a un accident, il y a une collision, ben là, c'est là qu'on va avoir le TA, ce qui est le Traffic Advisory. Et en plus d'avoir les indications dans notre indicateur dans le cockpit, on va avoir le PA, le son qui va dire traffic, traffic. Donc ça veut dire encore au pilote, là, fais quelque chose parce que dans 40 secondes, il y a un accident. Et si on se rend dans le RA, donc dans le Resolution Advisory, c'est là qu'on a la commande du TCAS qui va dire climb ou descent. Donc, va commander carrément au pilote, dire, là, regarde, descend ou monte parce que il va y avoir une collision. Et une fois que c'est clair, ben, le TCAS va dire clear off conflict. Ça veut dire que on est sorti de la bulle de 40 secondes. C'est comme ça que ça fonctionne. L'architecture comme telle du système, ben, je vous l'ai dit au début, ça prend 2 transpondeurs. On a notre transpondeur 1 et 2 avec leurs 4 antennes associées. Chaque antenne, la top et la bottom. C'est pourquoi sur les avions de ligne et les avions commerciaux et d'affaires, on a 4 antennes, une sur le dessus, une en dessous. C'est justement pour utiliser le TCAS. On veut être capable de parler autant aux avions qui sont au-dessus et en dessous de nous. Ces antennes-là sont omnidirectionnelles, donc c'est des antennes qui peuvent capter et émettre sur 360 degrés. Le TCAS, qu'est-ce qu'il y a de besoin pour localiser les avions? Ça le dit, c'est un peu comme notre ATC, notre contrôleur aérien. On a besoin d'antennes directionnelles pour venir positionner ces avions-là autour de nous. C'est les 2 grosses antennes ici de TCAS. Donc, le système TCAS comme tel, si je vous pose la question, combien d'antennes compose le système TCAS? C'est 6 antennes qu'on a besoin, les 4 du transpondeur, les 2 du dessus, les 2 d'en dessous, et les 2 antennes TCAS, donc celle du dessus et celle d'en dessous aussi. Ces antennes-là ont 4 connecteurs, justement parce que c'est comme 4 antennes en une. Ces antennes-là, je vais vous montrer une image. Ça, c'est des exemples d'architecture. Vous voyez ici rapidement, avant que je vous montre les antennes, là, ici, vous voyez que l'avion TCAS ben, va faire une interrogation sur le 10-30 MHz, un peu comme le ferait la tour de contrôle. Et l'avion interrogé va répondre sur 10-90 et envoyer les informations de position et tout au TCAS pour être capable de donner les bonnes indications au pilote. C'est obligatoire, que ce soit des avions d'affaires ou commerciaux, tout ce qui est commercial est obligé d'avoir des systèmes TCAS et d'avoir le système d'affichage, que ce soit dans le petit VSI comme on a sur nos Challenger ou sur notre EFIS comme tel. Ici, on voit le carré rouge, c'est un RA, donc un Resolution Advisory. L'avion est beaucoup trop proche, faut prendre une décision et on a les alarmes, le climb, descent, etc. Aviation d'affaires, aviation générale, il y a de plus en plus de systèmes qui existent. Donc, Garmin fait des suites avioniques avec des TCAS pour les avions aviation générale. Ça doit être assez dispendieux, mais ça existe. Mais c'est pas obligatoire. Donc, quand je parlais des antennes, nos antennes de TCAS sont directionnelles, ceux de notre transpondeur sont omnidirectionnels. Et quand je vous parlais qu'il y a 4 antennes, donc c'est 4 coax, parce que c'est comme, si vous voulez, 4 cadrans sur notre antenne pour être capable de déterminer l'avion est où dans l'espace par rapport à nous. Ce qui est très important, ce qui est du côté un peu plus pratique pour vous autres, si vous avez à changer des coax ou faire du dépannage sur des coax de TCAS, très important, ça ne se répare pas. La longueur est très critique. À cause de quoi? À cause du taux d'onde stationnaire. On en a parlé un petit peu avant le break et tout ce qui s'est passé. Donc, l'impédance de notre câble est très, très, très importante. Donc, si on fait juste couper et refaire la terminaison, on raccourcit le câble, on change l'impédance. Si on change l'impédance, on va affecter le taux d'onde stationnaire qui est très critique sur ce genre d'antenne-là. Donc, ça ne se fait pas. Faut changer
le câble au complet quand il y a des dommages sur les câbles de TCAS. Donc, à retenir si vous travaillez là-dessus puis que vous avez à faire ce genre de réparation-là, câble de TCAS, ça ne se répare pas. Un autre cas, ça je vais passer par-dessus. Les transpondeurs, donc, pour les tester, c'est sûr que ça peut être testé en laboratoire, mais ça peut être testé sur les aéronefs avec, entre autres, le IFR 6000 ou un autre testeur. Là, ici, on a l'ATC 600. Ce qui est important de retenir encore, au fond, les tests, vous avez juste à suivre les procédures, c'est rien de très compliqué. Malheureusement, on les fera pas cette session-ci à cause de tout ce qui se passe, mais normalement, je vous laisse aller avec les manuels, vous installez sur l'avion, vous faites les tests et ça va très bien, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire attention, pareil comme le DME, parce que c'est le même test set que le DME, c'est les mêmes genres de fréquences, les mêmes genres d'ondes. Faire attention à la distance entre notre antenne de l'avion et l'antenne de notre équipement de test. Si c'est trop proche, on peut induire trop de puissance. Trop de puissance, on va endommager l'équipement de l'avion. Donc, faites attention, suivez ce qui est recommandé dans les manuels. Tout va bien aller. Dans les hangars, moi, c'est avec le TR220 ici que je vous ferai faire les tests. On peut faire les tests du mode A, C et S sans problème. Ce qu'il faut faire attention avec le test de transpondeur, si vous avez un test set de pitot statique d'installer, ce qui peut arriver, c'est que là, vous allez mettre un code sur l'avion, vous allez mettre l'avion dans les airs, donc ça peut arriver que la tour de contrôle voit l'avion en vol, même si l'avion est encore dans le hangar, parce que vous avez mis de la vitesse et vous avez mis une altitude sur l'avion. Avec ce qui se fait, ben ça peut, avec le convertisseur, donc l'encodeur altimétrique, ça peut faire que la tour de contrôle va voir l'avion en vol, même si l'avion est bien au chaud dans un hangar. Donc, il faut faire attention de désactiver ce qu'il faut. Et la clé ici, encore une fois, c'est de suivre les procédures. Encore une fois, si on met le WOW, le weight of wheel, pendant qu'on fait des tests de pitot statique et tout, il y a plein de protections qui peuvent embarquer, donc c'est très, très, très dangereux. Il faut juste faire attention. L'ADSB, pour terminer, donc, nouveau système, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'ADSB, ça signifie l'Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Un grand terme pour dire que c'est un nouveau système qui s'en vient, qui était supposé être obligatoire 2020, donc cette année. Je crois qu'il y a eu encore des délais parce que c'est très dispendieux à implémenter. La base de l'ADSB, c'est de retirer les tours de contrôle et que ça soit c'est pas de retirer les tours de contrôle comme tel, mais c'est d'alléger la tâche et de donner plus de contrôle aux pilotes et aux tours de contrôle. La façon que ça fait, comme je vous parlais tantôt, de notre transpondeur, le radar primaire, c'est quelque chose qui tourne. Donc, quand ça tourne, ben, le temps que ici, je vais revenir à ce petit dessin-là. Donc, ici, si je dis que ça prend, exemple, 10 secondes faire le tour de notre beacon, ici, notre onde qui est très directionnelle, si ça prend, exemple, 5 secondes, ben, il y a un 5 secondes ici qu'on n'a aucune information. Donc, le contrôleur aérien dans le noir, il est aveugle. Il faut qu'il attende que l'onde ou le radar fasse son tour complet sur 360 pour avoir une mise à jour de la position de l'avion. Il y a de plus en plus de trafic, plus en plus d'avions à gérer, et les avions sont de plus en plus rapides. Donc, le temps que le radar fasse un tour, l'avion a eu le temps de parcourir plusieurs milles nautiques quand même. Donc, plusieurs milles nautiques, ça veut dire que le contrôleur n'a pas de contrôle et n'a aucune information de où est l'avion. Donc, l'ADSB, qu'est-ce que ça va faire? Et encore une fois, ça se base sur notre système de transpondeur. Le système de transpondeur va être utilisé et va être le cœur du système ADSB. Comment ça fonctionne? En gros, il y a deux ADSB, il y a le out et le in. Le plus important, ça va être le out. C'est celui qu'on va utiliser, qui est obligatoire aussi. Donc, je vais vous laisser lire ça, mais ici,
comme on dit, une image vaut 1000 mots. Ça, c'est la surveillance standard et actuelle, comment ça fonctionne. Donc, on a notre radar au sol qui interroge notre avion sur le 1030 et 1090 MHz de façon standard et l'information est relayée à la tour de contrôle. Le contrôleur, comme je vous expliquais, les avions vont tellement vite qu'il y a un délai dans l'information, dans la mise à jour de son information à propos de la position et de la vitesse et altitude des avions. L'ADS-B out, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va utiliser la position GPS de l'avion qui est disponible par le pilote et par son GPS receiver. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que notre ADS-B out sur notre transpondeurs modestes qui sont modifiés, donc ça nous prend des transpondeurs modestes modifiés. Qu'est-ce que ça fait? Ben, sur notre fréquence 1090 MHz, donc la fréquence de réponse, on va envoyer cette information-là à des antennes relais au sol et ces antennes relais-là au sol vont donner l'information à la tour de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient carrément d'enlever nos systèmes radars conventionnels, donc primaires et secondaires, pour relayer l'information de nos transpondeurs au tour de contrôle. On va utiliser des antennes conventionnelles au sol. Donc, ce que ça fait, l'information est en temps réel au contrôleur aérien. On n'a plus à attendre que le radar fasse son tour complet pour interroger l'avion. C'est le principe de base de notre ADS-B. La position n'est plus relevée par le radar, mais provient du GPS, tout simplement. Donc, on a recodé nos petites pulses. On se souvient dans la présentation du transpondeur, toutes nos dents d'ici, nos 0 et nos 1 sont juste réarrangés pour incorporer la position GPS qui provient des satellites là, de nos GPS receivers. Ça, c'est pour la grosse aviation, donc aviation d'affaires et aviation commerciale. Pour les petits avions, pour pas saturer la fréquence 1090, parce qu'on a quand même une certaine limite dans l'information et le data qui peut aller dans cet espace-là, si je peux dire. Eux autres, puis ça reste que c'est dispendieux de faire de la modification pour un modeste. La petite aviation vont avoir des UAT qui appellent donc des Universal Access Terminal qui vont fonctionner sur une fréquence à part, 970 MHz. Mais c'est le même principe. On prend la position GPS et elle va juste être codée par le UAT au lieu d'être codée par notre transpondeur modeste. C'est la solution à laquelle les autorités sont arrivées pour l'aviation d'affaires. ADS-BN, c'est pas obligatoire. ADS-BN, c'est le contraire. C'est de l'information qui part du sol et s'en va vers les avions. Donc, ça peut être des plans de vol, ça peut être des communications de la tour de contrôle au lieu de passer par les communications vocales, vont passer par du numérique. Donc, ils vont envoyer des genres de textos, si je peux dire, là, si je veux juste simplifier ça, là, ça va être des genres de textos qui vont être envoyés du sol vers les avions pour donner des instructions. Exemple, à l'atterrissage, circuler sur tel taxiway, tout ça, ben ça va être envoyé de façon numérique et écrit au lieu que ça soit vocal. ADS-BN pour les avions, avions général, aviation générale, ça peut être des rapports météo, autant pour commercial aussi. Donc, rapport météo, tout ce qui est rapport à l'ATIS, les pistes en service, ça va être envoyé numériquement du sol vers l'avion. Donc, les fréquences, j'en ai parlé, le 978, c'est les UAT pour la petite aviation générale et aux États-Unis. 1090, notre Extended Quitter, donc c'est la même fréquence qu'on utilisait par nos transpondeurs. C'est juste qu'on a altéré le code. Et il y a du VHF data link, donc c'est à l'étude. On n'en parlera pas trop non plus, c'est pas important. Juste retenir qu'on remplace notre radar primaire et secondaire par la position du GPS qui est un plus précise et qui est constante, qui est live à tout moment. Donc, quand je parle qu'on a réorganisé nos petits data blocks, là, nos petites pulses, là, ben, c'est juste ça ce que ça veut dire, le Extended Quitter. Donc, c'est à peu près ça. J'ai quelques petits détails là, mais en gros, ADS-B, c'est quelque chose qui s'en vient, c'est l'avenir. C'est la solution que les autorités dans le monde ont trouvée pour
remédier à la problématique là, du trafic aérien et du genre de lag que le radar avait de par son design. Ici, j'ai plusieurs exemples, là, mais c'est pas vraiment à retenir. Ici, c'est plus l'architecture d'un aéronef léger. Donc, on a notre UAT qui est carrément connecté sur notre encodeur d'altitude, puis qui est connecté aussi à notre transpondeur. Et on rajoute une antenne juste pour que ça fonctionne sur 978 et être capable de transmettre sur toutes les fréquences. Ça change pas. Et ici, c'est le même principe. Ici, vous voyez que ici, on a GPS, donc on a notre data de position qui va remplacer le radar primaire. Donc, l'ADSB ici au Canada, c'est encore NAV Canada. Tout est géré par NAV Canada et c'est opérationnel, nous, depuis 2009, quand même, ce principe-là, pour couvrir le nord, le Grand Nord canadien, où il n'y a pas de contrôleur aérien comme tel. Donc, le ADSB sert à ça. Donc, les exigences sont toutes là. Au fond, c'est un gros rappel de tout ce que je viens de dire. La position, ben, elle vient du GPS. On a encore l'information de l'altitude pression de notre encodeur, altimétrique. On envoie bien sûr notre code 24 bits parce que ben, c'est le modeste. Donc, le modeste inclut le code 24 bits de l'avion, l'indicatif de vol et l'intégrité du récepteur GPS. Donc, ça prend un système de test de notre GPS parce qu'on veut avoir une position précise. Et les drapeaux d'urgence pour être capable encore de transférer notre 75, 76 et 7700. Donc, les tests, ben, c'est à peu près ça. Ça, c'était la présentation ADSB. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je vous invite fortement à utiliser Team. Tout va passer par là. Vos questions peuvent servir aussi aux autres étudiants. Donc, plus qu'on nourrit notre Team, plus que ça fait un parc de questions et tout le monde en profite. Donc, bonne semaine. On se revoit à la prochaine.